Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du débrief. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est donc prononcé. La résolution 2468 a été votée mardi 30 avril en début de journée avec 13 voix pour et 2 abstentions, celle de la Russie et bien évidemment de l'Afrique du Sud. Ce vote sud-africain qui, notons-le, ne s'est pas opposé, montre en effet que la communauté internationale, après un demi-siècle, commence à prendre conscience de l'urgence à mettre un terme au conflit artificiel qui oppose indirectement, voire même directement, Algériens et Marocains, retardant le développement de toute la région maghrébine. L'Algérie est en crise politique aiguë, le Polisario est en crise politique et sociale chronique, et ça commence à apparaître. Et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, semble s'en faire une idée de plus en plus précise, ainsi que le montre le vote du Conseil de sécurité que nous analyserons avec nos invités. En seconde partie, après la pause, nous irons en Algérie où les choses se compliquent avec la dernière sortie du général Ahmed Gaïd Saleh, désormais nouvel homme fort du pays. Il ne s'en cache même plus, appelant la justice à faire son travail, déclarant posséder des dossiers sur ce qu'il appelle des corrompus et enfin surtout affirmant qu'il n'y aura pas d'autre alternative pour résoudre la crise que la voie constitutionnelle, usant de termes menaçants au besoin. Mais l'aura du général commence à fondre et sa remise en cause s'annonce. Nous débattrons de ces deux thèmes avec nos invités. Naïm Kamal, vous êtes directeur de Quid.ma. Bonjour. Hassan, bonjour. Donc, Hassan Alaoui, vous êtes directeur de Maroc Diplomatique et du site marocdiplomatique.net ou .info. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Aziz Saïdi, vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. On y va. C'est donc la troisième fois que le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour 6 mois seulement le mandat de la MINURSO. L'idée a permis d'organiser déjà 2 tables rondes de discussion entre les 4 parties du conflit. Et elle a permis aussi et surtout à l'envoyé personnel, M. Horst Köhler, de se faire une opinion plus précise des positions de ces parties. Avant de commencer le débat, on fait un tour de table rapide sur la résolution 2468. Je commence par ma droite. Naïm, allez-y. L'impression générale qui s'en dégage. C'est celle que le Conseil de sécurité s'écarte de plus en plus de cette fallacieuse notion d'autodétermination et qui devrait, dans l'esprit de ses partisans, déboucher sur l'indépendance du Sahara. Donc la résolution a beaucoup insisté sur le réalisme, le pragmatisme, le compromis, terme nouveau qui fait son introduction son entrée plutôt dans la résolution, compromis que le Maroc a déjà fait lorsqu'il a proposé son plan d'autonomie élargi, quand il a avancé de plusieurs pas en direction d'une solution en allant dans le sens qui a été souhaité déjà en 2007 par le Conseil de sécurité. Et l'impression générale, c'est que c'est une évolution positive. C'est une évolution positive dans ce sens où il suffit de voir les réactions d'Alger, même si elle s'est formellement félicitée, pour comprendre que la résolution actuelle, comme la précédente, fait de plus en plus le mécontentement d'Alger et du Polisario. Hassan Alaoui. Oui, alors pour moi, je retiens plusieurs éléments nouveaux. C'est l'esprit de cette résolution. On pourra dire que c'est un esprit inédit, bien sûr, quand bien même ça comporterait beaucoup d'éléments, si vous voulez, des dernières années un petit peu, je dirais depuis 2005-2006, quand Sa Majesté a commencé il faut le souligner, a commencé à réfléchir sur une solution, et c'est Sa Majesté qui est venue proposer la solution, donc qui a été confirmée et je veux dire exposé en avril, le 11 avril 2007, qui consiste évidemment en ce fameux texte qu'on appelle l'initiative d'autonomie. Donc aujourd'hui, on trouve beaucoup de ces éléments, notamment au niveau du langage, disons, de la résolution donc, votée en 2007, qui effectivement souligne, n'est-ce pas, félicite le Maroc et souligne surtout l'esprit, comme a dit mon ami Naïm, de compromis, n'est-ce pas, et toutes les capitales de l'époque, n'est-ce pas, interprétaient cette volonté du Maroc comme évidemment une volonté de coopérer, non seulement de coopérer, mais de lancer une dynamique j'allais dire, une autre approche, si vous voulez, pour régler le différend. Et donc, les termes sont aujourd'hui les mêmes, pratiquement, mais sauf qu'ils sont aujourd'hui placés dans un contexte inédit. Et ce contexte inédit d'aujourd'hui, c'est que le Maroc bénéficie
d'un préjugé très, très, très favorable au niveau de la communauté internationale. La preuve, c'est que le vote de la résolution nous a révélé que seulement 2 pays se sont abstenus, que sont la Russie, mais la Russie, c'est toujours un petit peu la prudence, je veux dire, politique, évidemment, et surtout l'Afrique du Sud. Seulement, on peut se poser la question pourquoi l'Afrique du Sud a eu ce comportement. Moi, je soupçonne qu'il y ait plutôt une volonté un petit peu de mettre, j'allais dire, de critiquer le Conseil de sécurité. D'ailleurs, ils l'ont dit que c'est une résolution un petit peu, comment dirais-je, favorable au Maroc, disons les pas choses. seulement favorable, mais partial, etc. Pourquoi il serait partial? C'est ce qu'ils ont dit dans leurs explications de vote. Oui, ils ont même dit qu'elle était déstabilisatrice, qu'elle n'était pas, je veux dire, régulière, etc. Tous les termes que vous pouvez imaginer. Et les commentateurs zélés en Algérie les ont suivis parce qu'ils ont cru trouver la faille sous cet angle. Mais il n'y a pas de faille. Aujourd'hui, nous allons, moi je souligne et puis j'arrête, c'est qu'il y a désormais une bilatéralité du conflit, c'est-à-dire c'est le Maroc face à l'Algérie et rien d'autre, n'est-ce pas? C'est très clair. Aziz Saïdi, votre impression aussi? Moi, ce que je retiendrai aussi, c'est l'esprit. Ça vient en fait dans la continuité des derniers développements, des dernières résolutions, mais aussi des 2 dernières tables rondes. Et puis, on souligne surtout, on a l'impression qu'il y a une volonté de la part de la communauté internationale d'en finir avec ce conflit qui n'a que trop duré. On le voit, ça transparaît à travers le texte, mais aussi de la résolution en elle-même, mais aussi le préambule où le Maroc est félicité pour ses efforts, mais où aussi le Polisario est un peu réprimandé. Je pense que c'est une résolution qui est favorable au Maroc. On le voit aux commentaires, bien sûr, algériens, mais surtout sud-africains qui parlent d'une résolution en faveur d'une partie. Les Russes, on en parlera, c'est plus contre le porte-plume américain que la résolution en elle-même. C'est quelque chose qui est entre les 2 grandes puissances. Tout à fait. En tout cas, pour moi, l'essentiel, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un consensus qui se forme sur l'urgence de régler ce dossier et que ce qui transparaît, c'est qu'il y a une confiance qui est mise en l'émissaire personnel de secrétaire général de l'ONU, Horst Kohler, qui a toutes les cartes en main pour pouvoir débloquer la situation. Maintenant, on en parlera, que ce soit en première partie ou en deuxième partie. L'Algérie est partie prenante et l'Algérie vit une situation très délicate en ce moment. Donc il faudra augurer aussi de la conjoncture algérienne pour pouvoir essayer de faire avancer ce dossier. Alors, quand même, oui. Avant de poser la question, je voudrais juste ajouter cette idée de compromis. Jusqu'à maintenant, les résolutions s'arrêtaient à mutuellement acceptables. Ça veut dire on va proposer des solutions. Si le Maroc ou le Polisario refuse, on va aller chercher ailleurs. Or, avec l'idée de compromis, c'est quoi? C'est-à-dire d'arrêter de camper sur des positions préétablies. Or, ce qui s'est passé sur le terrain, et on l'a dit, il y a le Polisario Alger qui continue à se maintenir à cette position plusieurs fois répétée tout au long de ces 40 ans de conflit. L'autodétermination du peuple sahraoui conduisant à l'indépendance. Est-ce qu'on peut considérer que les tables rondes ont servi à ça? Parce que le terme compromis est apparu avec les tables rondes. Oui. Et donc là, on le voit. Compromis depuis 2007, ça existe le terme. Ça, je peux vous le dire. Mais c'est-à-dire qu'il soit... dans la résolution, non. Mais alors, vous réagissez juste après? Moi, ce que je veux souligner par là, c'est que cette notion de compromis est plus, parce que le Maroc a fait des pas. Le Maroc disait l'intégrité territoriale et la souveraineté marocaine. Puis un jour, il a avancé. Ça fait déjà plus de 15 ans. Le Polisario Alger, il faut retenir cela, sans rester campés sur leur position initiale. Aujourd'hui, on dit aussi, non, il faut avancer, il faut bouger, il faut trouver, il faut faire preuve d'imagination pour trouver des solutions qui sont vraiment et qui peuvent vraiment être mutuellement acceptables. Et justement, je rebondis parce que le mot compromis, tout simplement, en langage nouveau, si vous voulez, c'est tout simplement, il remplace cette formule de mutuellement acceptable. Parce que compromis, ça suppose une acceptation des parties. C'est-à-dire, on va vers un objectif. D'où le mot aujourd'hui, le mot nouveau dans cette résolution, c'est convergence. N'est-ce pas? Et on invite les parties à aller vers une convergence aussi bien du côté algérien que du côté marocain. Et les parties prenantes dans ce conflit, ce sont 2 parties
essentiellement connus, c'est le Maroc et l'Algérie, et rien d'autre. Et donc, on insiste parce qu'il faut une volonté politique. Il faut donc conforter cette dynamique qui vient d'être lancée par cette résolution. Et on peut vraiment, évidemment, s'en satisfaire, je veux dire, en ce qui nous concerne marocains, mais il faut aller de l'avant. Il ne faut pas s'arrêter là, parce que de toute façon, l'histoire ne connaît pas de fin. Elle continue, on ne sait jamais, on ne peut jamais préjuger de l'avenir, si vous voulez. Donc le Maroc, il a là un instrument vraiment positif, quelque chose qui le conforte dans sa position, dans sa thèse, dans sa légitimité. Si vous permettez, puisqu'on est dans la terminologie, il y a aussi d'autres mots qu'on peut aussi reproduire, ceux d'une solution durable, déjà. C'est quelque chose, parce que les grandes priorités stratégiques du concert des nations ont changé. Maintenant, il y a des problèmes, la question de la migration, la question du développement, la question de la sécurité dans cette région sont des priorités pour la communauté internationale. Or, justement, une solution durable, ça tend vers ça aussi. Il y a aussi le mot dans la résolution qui est libellé en anglais, c'est practicable, mais on peut traduire par pragmatique. Ça veut praticable. Dire, oui. Pragmatique, c'est plus logique. En tout cas, ça veut dire qu'il faut aller au-delà des positions démagogiques ou idéologiques d'il y a 40 ans pour aller vers des solutions réalistes qui soient qui tendent, qui soient réalistes dans la réalité, qui soient pragmatiques et qui soient dans le sens des populations de cette région. Parce que les positions idéologiques campées par le Polisario et par Alger font perdre du temps au développement pour ces populations. Tout à fait. Alors, on a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé d'Afrique du Sud et de Russie. Je voudrais venir un peu sur les explications de vote. Donc, la Russie, comme vous l'avez dit, Aziz Saïdi, c'est une affaire il parle beaucoup du porteur de plumes, donc c'est une affaire d'antagonisme entre les deux grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis. Mais il serait plus intéressant de s'arrêter quelques instants. On va faire encore un petit tour de table là-dessus, sur l'explication de vote de la Chine, qui a appelé AD, qui a voté pour, contrairement aux fois précédentes, où elle n'avait pas eu le même vote, et qui a parlé de lancement, d'approfondir les discussions. Il est temps de commencer à approfondir les discussions. Première question sur la Chine, la deuxième sur l'Afrique du Sud, mais alors dans ce cas, pour que l'Afrique du Sud pense que la balance penche en faveur d'une partie et pas de l'autre, etc., pourquoi elle n'a pas voté contre, elle n'a pas de droit de veto? Il y a deux possibilités. Bon, je voudrais d'abord, signaler, il y a des tentatives de vouloir créditer l'idée qu'il y a une division à l'intérieur du Conseil de sécurité. Or, il n'y a pas de division à l'intérieur du Conseil de sécurité. Pas avec ces résultats. Il y a 15 membres, 13 ont voté, et dans ces 13, il y a 4 membres permanents du Conseil de sécurité. Bien, ceci étant dit, la Russie aurait pu recourir à son veto. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait bloqué la résolution. Et c'est l'approche, à mon sens, positive qu'il faut faire de l'abstention russe. Parce qu'il y a deux façons de la lire. Se tenir au texte de l'explication de vote tel qu'il a été livré par le représentant permanent de Moscou au sein du Conseil de sécurité, à l'ONU, et le vote lui-même. Or, au-delà de l'antagonisme russe-américain, il fallait tout de même donner quelque chose à la propagande algérienne, parce que ce n'est vraiment pas le moment de la faire paraître, vue de Moscou, en démonétisation diplomatique. Et on le voit, si vous avez vu les commentaires de la presse algérienne d'hier et d'aujourd'hui, ils s'accrochent à quoi? Ils ne s'accrochent pas au vote. Ils veulent créditer l'idée d'une division et s'appuyer sur l'explication de vote. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vote soviétique, russe. Soviétique, ça a changé. Oui, mais depuis 30 ans, presque. Oui, parce que la Russie est encore prisonnière de se passer à ce niveau-là. Il sait pas encore, mais ça va venir. C'est les anciennes alliances, mais enfin bon. Il y a le vote de l'Afrique du Sud, de Pretoria. L'Afrique du Sud aurait pu effectivement s'opposer, dire non. Bon, c'est pas un membre permanent, donc c'est pas un veto. Son nom n'aura aucune conséquence sur l'adoption de la résolution. Mais, par principe, il aurait pu le dire. Or, il a jugé utile
de s'abstenir. Et là, il y a aussi deux façons de lire. Ou s'en tenir au texte d'explication, ou simplement prendre l'abstention. C'est-à-dire parce que l'abstention, comme une façon de ne pas paraître une voix orpheline, ou alors une évolution dans la position de Pretoria, avec lesquelles les choses commencent à bouger, mais lentement depuis la rencontre. Le représentant parlait aussi de la réunion de la SADC, donc une évolution. Hassan Alaoui, comment vous lisez les votes russes, chinois et sud-africains? Chinois, cela va de soi, parce qu'aujourd'hui, c'est une Chine nouvelle à laquelle, je veux dire, à la naissance de laquelle nous assistons. Moi, je reviens de Chine il y a 10 jours et j'ai vu un petit peu l'évolution de ce continent qui fait quand même 1,5 milliard, c'est exceptionnel. Et ils sont, là, on peut parler vraiment de réalisme et de pragmatisme au niveau de la politique extérieure chinoise, n'est-ce pas? Et deuxièmement, pour l'Afrique du Sud, je voudrais dire une chose, c'est que l'Afrique du Sud vient de subir un revers quand même assez clair et exceptionnel. C'est celui d'avoir tenté d'organiser un sommet ou bien une journée en faveur du Polisario. Vous vous souvenez? Et le même jour, le Maroc a organisé aussi à Marrakech un sommet analogue. C'était il y a un mois et Sauf que le Maroc, quand même, a démontré à toute la communauté internationale, et en particulier aux pays africains, qui sont donc évidemment l'axe, si vous voulez, le plus illustratif pour une politique sud-africaine. Il a démontré, si vous voulez, sa capacité d'abord de réunir les chefs d'État africains importants, qui, eux, participent au niveau de l'Union africaine ou indirectement au niveau des Nations unies, donc au vote et surtout à l'influence, si vous voulez. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que l'Afrique du Sud a accusé le coup. L'Afrique du Sud a accusé le coup, et elle était, je dirais, j'avancerais même peut-être qu'elle est en crise en ce moment, parce que l'Afrique du Sud, c'est l'ANC qui dirige en Afrique du Sud. Ce n'est pas une vie démocratique normale, je veux dire, idéale et tout. C'est un parti politique qui qui remonte aux années 60, et d'ailleurs que le Maroc a soutenu contre vents et marées à l'époque. Donc ce parti aujourd'hui, peut-être qu'il est en train de réviser un petit peu sa position par rapport à ce qui se passe, à l'évolution environnementale et surtout internationale. Et peut-être aussi que c'est simplement une manière de dire nous protestons comme ils l'ont écrit, c'est-à-dire contre une résolution déséquilibrée. C'est le mot qui a été utilisé, une résolution déséquilibrée, n'est-ce pas? Et aujourd'hui aussi, on voit peut-être aussi le jeu indirect qu'on ne souligne pas assez, le jeu indirect des États-Unis dans cette résolution, parce que c'est quand même les rédacteurs de cette résolution, ce sont les Américains. Et donc tout ça, si vous voulez, ça participe un petit peu d'une, comment dirais-je, d'une combinaison de facteurs propres à l'Afrique du Sud, propres à la Chine et la Russie. Évidemment, la Russie, n'oubliez pas que nous avons presque, j'oserais dire, un problème, pas un problème analogue, c'est le problème de la Crimée pour la Russie et le Sahara pour le Maroc, vous comprenez? C'est un peu ça, n'est-ce pas? Ça pousse maintenant à une évolution qui est un petit peu, peut-être pas proprement souhaitée par nos ennemis. Et surtout, maintenant, l'autre facteur en face, c'est qu'il n'y a plus d'Algérie. Alors, justement, est-ce que Aziz Saïdi, justement, sur les explications de vote, on va y rester, mais est-ce que vous ne pensez pas que la situation en Algérie, la situation interne en Algérie politique, est quelque part aidée à faire évoluer les choses au niveau du Conseil de sécurité? Je pense que les choses ont bougé avant le 22 février. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a cette vacance au niveau du protagoniste qu'est l'Algérie, bon, j'ai l'impression qu'au niveau des centres de décision en Algérie, on consacre ce qui reste de force vive au dossier du Sahara plus qu'à la résolution du problème interne. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un élément décisif, en tout cas pour le moment. Mais pour revenir sur les trois pays que vous avez cités, que sont la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud, les choses sont complètement différentes d'un cas à l'autre. D'abord, l'Afrique du Sud est clairement dans l'axe Alger-Pretoria, un soutien au Polisario qui est déclaré. D'ailleurs, on l'a vu avec cette tentative de réunion de la SADC et tout ça. Mais il y a aussi, au-delà de ça, il y a
une manière de vouloir être présent au niveau continental à travers cette question. Alors, le fait qu'il n'ait pas voté contre, ça dénote d'une chose, c'est que justement, le Conseil de sécurité est loin d'être divisé. La communauté internationale, maintenant, a un consensus, c'est qu'il faut aller de l'avant et très rapidement. Alors, si les Sud-Africains avaient voté contre, ils auraient eu le mauvais rôle de ceux qui bloquent le processus. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre ça. Ça, d'une part. Pour la Chine, je pense qu'il est évident qu'elle essaie de se tenir à une équidistance entre les protagonistes, ça c'est sûr. Elle a d'autres... c'est Hassan Alaoui qui est venu là-bas, il sait très bien qu'on parle de CN Belt, la nouvelle route de la soie, qui est en fait la priorité stratégique de la Chine en ce moment. Cette route de la soie, elle passe par la région, elle passe par le Maroc, elle passe aussi par l'Algérie. Donc, ils ont intérêt à conforter les deux capitales, mais aussi, ils ont intérêt à ce qu'il y ait une solution rapide, ou en tout cas, à ce qu'il y ait quelque chose, c'est pour ça qu'ils parlent de discussions plus approfondies, à ce que les choses avancent vraiment, parce qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. Et or, la Chine va investir des milliards et des milliards, elle a intérêt à ce que la région soit stable, elle a intérêt à ce que la région soit portée vers le développement et non pas vers des blocages politiques. Pour la Russie, enfin, la question se pose autrement. C'est une bataille d'ego, quelque part. C'est vrai qu'il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça, c'est que la Russie doit montrer un peu les muscles devant le porte-plume américain pour, non pas sur cette question, mais peut-être d'autres. Justement, c'est un jeu tactique sur plusieurs dossiers où on essaie de faire valoir les choses. Il y a une abstention, là encore, la Russie ne veut pas ne veut pas perdre, elle ménage la chèvre et le chou, mais elle ne veut pas être dans le rôle de celui qui bloque le processus. Ni contrer brutalement Alger. Pour les Américains, il faudrait ajouter que depuis 2 ans, à peu près 2 ans et demi, à chaque vote, on nous fait sortir l'idée que Washington était en train de lâcher le Maroc et qu'elle allait forcer la main au Maroc pour céder aux thèses algériennes. Et à chaque fois, c'est un démenti. Alors, justement, restant sur les États-Unis, Naïm. Je voudrais, parce qu'on en a parlé ici, je voudrais restituer ça dans le cadre. On a toujours dit que la présence de John Bolton à la Maison-Blanche allait compliquer la situation du Maroc. Et on disait que, jusque-là, ce qui sauvait les résolutions au Conseil de sécurité, c'était, comment elle s'appelait déjà, l'ancienne représentante de Susan Rice. Non. Nikki Haley. Nikki Haley. Or, Nikki Haley est parti et la position américaine reste constante, bien mieux, elle évolue vers l'imagination de ce que le Maroc a toujours prôné, cette solution de compromis, parce qu'on a toujours dit que pour trouver une solution, il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Et le Maroc a toujours imaginé cette solution, et l'autonomie est une façon de trouver une solution où il n'y a pas de perdants et la que des position gagnants. défendue par le Maroc, quelque part par Bolton. Il y a eu aussi une discussion sur la durée du renouvellement, 6 mois, 12 mois. Il y a eu un débat autour de ça. Mais ça, à la limite, ils l'ont expliqué, les Américains, dans leur explication de vote. Ils comptent parce qu'ils disent que les missions de maintien de la paix ou de l'observation de la paix ou d'un cessez-le-feu doivent contribuer à la recherche d'une solution dans le sens que le prend le Conseil de sécurité. Ce n'est pas, on l'a dit ici plusieurs fois depuis le début, on a voulu nous faire croire que l'histoire de 6 mois nous dérangeait, et ne nous dérange pas. 6 mois, 12 mois, c'est pour nous du même au pareil. On le voit, maintenant c'est avéré, chaque vote, ça ne change rien à la réalité. Et chaque résolution, c'est un pas de plus, il faut espérer que ça va continuer, vers une solution, comme le dit le Maroc, pragmatique, réaliste, faisable, de compromis, etc. Si vous le permettez, je voudrais juste, sur cette question de 6 mois ou 12 mois, les arguments, à mon sens, ils se valent. Parce que ceux qui disent 6 mois, c'est pour urger la MINURSO à travailler dans le sens de la résolution du conflit et de ne pas perdre de temps. Et ceux qui disent 12 mois, c'est pour justement laisser le temps pour approfondir. La position de la France. Exactement. Donc, pour moi, pour le Maroc, 6 mois ou 12 mois, ça ne change pas grand-chose sur le fond du problème.
Ça permet quand même de voir les choses d'une manière plus précise. En tout état de cause. On arrive à la fin de la première partie. Nous entendons, je veux dire, le Maroc s'en tient à sa position parce qu'on a tout donné. C'est-à-dire l'esprit du compromis, il est dans cette, pardonnez-moi, il est dans cette initiative d'autonomie. Et ça y est, Salina, comme on dit. On va prendre ça, c'est la fin. On arrive à la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Bonjour, c'est parti pour la deuxième partie du débrief que nous consacrons aujourd'hui à la résolution 2468 du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Avant de partir en Algérie, on analysera la situation politique et sociale. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en discutons avec Hassan Alaoui, Aziz Saïdi et Naïm Kamel. Juste avant la pause, nous parlions du rapprochement des délais de 6 mois, de 1 an à 6 mois de table ronde. Donc depuis la dernière résolution, il y a eu quand même 2 tables rondes qui ont permis à Scolaire, l'envoyé spécial et personnel du secrétaire général, de voir comment ça se passe entre les 4 parties, entre les 4 protagonistes. Alors, les autres tables rondes, vous pensez qu'elles vont déboucher sur quoi? Sachant que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le dit et le redit, on ne se réunit pas. La finalité n'est pas de se réunir, mais d'avancer. À quoi vous pensez que ça peut arriver pour les prochaines tables rondes et quand, vu la situation en Algérie? L'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on le voit, l'Algérie reste active sur le plan diplomatique, malgré toute l'agitation qu'elle vit en interne. Et ce qui est paradoxal à relever dans cette situation, c'est voilà, des millions d'Algériens qui s'autodéterminent tous les jours, et on leur refuse ce droit à l'autodétermination, à établir le régime qu'ils veulent, le système qu'ils veulent, et on continue anachroniquement à s'accrocher à cette autodétermination dans les provinces marocaines du Sahara. Bon, maintenant les tables rondes, effectivement, ont constitué une prise de langue, une discussion à bâton rompu, plus ou moins, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'un débat très... La première, même la deuxième. C'est pour ça que le Maroc dit, bon, ben c'est très bien, on va venir, on va discuter, on va boire un verre de thé, mais il va falloir ou fixer des objectifs sérieux, conformes à l'esprit de la résolution du Conseil de sécurité, ou alors trouver autre chose que de continuer à se rencontrer inutilement. L'avantage de ces rencontres, c'est qu'ils ont mis, même d'une manière nuancée, peu importe, que l'Algérie est un pivot dans la recherche d'une solution. Et quand c'est une façon de dire, si elle ne fait pas de pas vers la solution, il n'y aura pas de solution. Donc le Maroc va s'en tenir, il est dans ses provinces, il est fort de ses droits, il est fort du soutien international à sa proposition d'autonomie, et on va rester dans le statu quo. Or, c'est ce que refusent notamment les Américains, et que refuse globalement le Conseil de sécurité, dont on voit qu'il fait de plus en plus de pression et souligne l'urgence de trouver une solution. Alors, cette table ronde, c'est l'avenir quand... Bon, c'est un Oestrelер qui va mesurer, il est un peu... Moi, je le sens un peu déçu par le Conseil de sécurité. Il va falloir qu'il revienne un peu au sens des choses pour qu'on puisse réellement avancer. Justement, Hassan Alaoui, la tenue de 2 tables rondes, avec ce qui s'est passé, avec ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit, est-ce que ces tenues des 2 tables rondes, ces 2 tenues n'ont pas quelque part fait évoluer la résolution du Conseil de sécurité? On a parlé des termes nouveaux qui ont été cités, on a parlé de beaucoup de choses. Aziz Saïdi a parlé tout à l'heure de 2 mentions claires, une sur les efforts sérieux et crédibles du Maroc, l'autre sur les préoccupations. Est-ce que ça n'a pas permis quelque part de faire avancer les choses? Et vite. Vite, je vais le dire, c'est que ça a permis de clarifier... Non, pas vous, vite, faire avancer les choses vite. Ça a permis de clarifier d'abord ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le débat. C'est-à-dire que le terme Algérie, je suis désolé de le dire à nos confrères algériens, parce qu'ils croient nous critiquer là-dessus, le terme Algérie n'existait pas avant la première résolution, donc c'est la 2014, je crois. Et surtout 24-14, pardon. Et surtout l'autre résolution qui a été votée donc le 31 octobre dernier, qui cite l'Algérie 2 ou 3 reprises. Et aujourd'hui, dans la résolution actuelle, l'Algérie est citée 4 fois. 5 fois, pardon. Donc ce n'est pas par hasard.
ça veut dire que c'est devenu un acteur incontournable, n'est-ce pas? Et ensuite, ça c'est un premier pas. Deuxième pas, cette démystification a conduit effectivement la communauté internationale et surtout les membres du Conseil de sécurité à se pencher davantage sur, si vous voulez, le rôle que doit naturellement jouer et les comptes que doit rendre l'Algérie à ce niveau-là. Et puis, moi, je souligne dans cette résolution qui est un petit peu très, très positive et magnifique à la limite, c'est que des choses ont été abordées. C'est que, paradoxalement, autant, si vous voulez, le Conseil de sécurité a fait, ou je veux dire le secrétaire général a félicité, si vous voulez, le Maroc par rapport à cette question incroyable et abusive des droits de l'homme, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que les Algériens avaient demandé avec insistance que les droits de l'homme soient confiés à la MINURSO. Donc aujourd'hui, c'est un démenti flagrant, total, à cette thèse algérienne sur les violations des droits de l'homme par le Maroc. Deuxièmement, autant M. Guterres félicite le Maroc sur si vous voulez, sur cette histoire des droits de l'homme, autant il critique un petit peu la situation à Tindouf, sur laquelle il faut quand même qu'on revienne, n'est-ce pas? Et Tindouf, c'est des efforts faits à l'Aïoun et à Dakhla par le Conseil national des droits de l'homme. Donc, c'est un balancement qui est extraordinaire. Et Tindouf, c'est un chaudron aujourd'hui. Et moi, je vais insister pour vous me donner, s'il vous plaît, 2 secondes, que j'explique quelque chose sur laquelle les Algériens, le gouvernement algérien a joué pendant des années. Vous savez qu'en 1975, après la Marche verte, il y avait à Amgala, n'est-ce pas, il y avait une partie de l'armée algérienne qui guettait. Parce que quand Feu Hassan II avait annoncé la Marche verte, tout de suite, Boumedienne avait dépêché des escadrons de l'armée pour se planquer à côté de l'Aïoun, au cas où, évidemment, parce qu'ils pensaient que ça allait se casser la gueule, n'est-ce pas, et que les Algériens devraient l'armer, etc. Quand la Marche verte a réussi, non seulement elle a réussi, mais elle a constitué un succès, n'est-ce pas, l'armée algérienne s'est retirée. Et en se retirant, n'est-ce pas, elle a embarqué quelques 10 000, peut-être un peu moins, des populations locales qui habitaient là, n'est-ce pas, et les a embarqués à Tindouf, exprès. Donc ils ont traversé toute cette région jusqu'à Tindouf, où ça a été, où le gouvernement algérien avait créé et planté des tentes pour, évidemment, donner, si vous voulez, entre guillemets, la mesure du drame et montrer à la communauté internationale que ce sont des réfugiés. Or, il faut le répéter, ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des séquestrés, parce qu'ils étaient embarqués de force. En plus, ils étaient simplement 10 000, je ne dis pas plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la même année 1974, n'est-ce pas, l'Espagne a voulu organiser un référendum. Et il y a eu un recensement des populations, ça ne dépassait pas 70 000. 74 000, n'est-ce pas? En 1974, il y avait 74 000 Sahraouis. Donc, mettons, 10 000 sont partis dans les fourgons de l'armée algérienne et la majorité sont restés là-bas, n'est-ce pas? Sont restés au Sahara. Deuxièmement, pour faire bonne mesure et donc montrer à la communauté soi-disant internationale que ce sont des réfugiés alors que ce sont des séquestrés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle de 1 million plus et quelques de Sahraouis. C'est pas possible. C'est vraiment une fécondité terrible, c'est-à-dire entre 74, 75 et aujourd'hui. Même en 40 ans. N'est-ce pas? C'est une génération spontanée. C'est pas possible. Le Maroc a toujours demandé le recensement des populations. L'Algérie, jusqu'à 2018, a toujours refusé. Bouteflika lui-même n'a jamais. Guterres, c'était le patron du Antonio Guterres, justement, avait parlé de 90 000 et c'était il y a quelques années. Guterres avait demandé pendant 20 ans à se rendre dans les camps de Tindouf pour un petit peu authentifier Sahraoui qui ne l'est pas. Donc, le gouvernement de Bouteflika a toujours refusé, jusqu'à il y a 2018 seulement, qu'une petite délégation du HCR s'est rendue pour effectivement, elle n'a pas réussi exactement à authentifier qui est Sahraoui et qui ne l'est pas. Et vous voulez savoir pourquoi ce chiffre de 1 million de Sahraouis entre guillemets? Parce que dans les années 80, il y avait des sécheresses dans la région, dans le Sahel et tout, successives, n'est-ce pas? Et l'armée algérienne allait dans le désert. Elle récupérait les Tchadiens, les Maliens, les Mauritaniens et toutes ces populations en déshérence. Elle les faisait venir dans les camps de Tindouf et elle en faisait, entre guillemets, des Sahraouis. Elle grossissait les chiffres. Et ça, il faut absolument
que le HCR le démystifie aujourd'hui. Et le Maroc peut jouer, parce qu'il n'a jamais joué cette carte, il faut qu'il le joue maintenant, aujourd'hui. Dernière question sur ce thème, Aziz Saïdi. On sent une certaine nervosité du Polisario quand on voit les organes de presse. Ils ont mis quand même un certain temps à réagir. C'est vrai qu'avec le vote russe, avec le vote, l'approbation chinoise, avec le vote somme toute modéré de l'Afrique du Sud et une certaine vacances en Algérie, on peut comprendre vous avez eu cette impression aussi? Oui, bien sûr. Faut le dire. Est-ce que les Algériens soutiennent toujours autant? Il y a eu 2 tables rondes, 2 ministres des Affaires étrangères. Oui, enfin, les Algériens, encore une fois, il faut parler de gouvernement algérien, parce que les Algériens qui soutiennent le Polisario, c'est très loin des préoccupations de l'Algérien lambda. Maintenant, oui, à Tindouf, on sent le vent tourner, on sent que déjà Alger est en train de vaciller. Je ne connais pas son nom. Moi non plus. Hein, le nouveau ministre des Affaires étrangères, on ne connaît pas son nom. Ah oui, moi aussi, j'ai pas Algérien? Oui. Sabré. C'est vrai comment? Comment Aziz Sabré ou quelque chose. Ou quelque chose, c'est ça. Voilà. En tout cas, on a la réponse. Voilà. On ne connaît pas son nom. On est loin des classiques qui Il s'appelle Aziz Sabré. C'est comme ton prénom, Sabré. Il était diplomate à New York, tout simplement. Très bien. Okay. Et l'ennemi juré du Maroc, tout simplement. N'est-ce pas? C'est toujours la même thèse. Il faudrait que je souligne qu'il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de gouvernement algérien aujourd'hui pour la politique étrangère. Il y a simplement un ministère des Affaires étrangères. C'est lui qui entérine. Tout à fait. Donc oui, donc la situation, enfin au Polisario, on sent le vent tourner parce que de toute façon, les derniers développements l'ont montré, que ce soit à Alger ou que ce soit parmi la communauté internationale. Et on sent aussi que de toute façon, le soutien financier qu'Alger accordé au Polisario, il est difficilement tenable dans les semaines, voire les mois prochains, parce que l'Algérie est en passe de connaître une réelle crise. On va peut-être en parler en seconde partie, dans quelques instants. justement ce qui s'est passé avec la planche à billets, ce qui s'est passé avec la fuite des capitaux. Il y a tout un... Et en face, on a un Maroc qui a investi massivement pour le développement de cette région, de cette province marocaine, et qui est en passe de récolter les fruits. Et puis, c'est très simple. Il faut voir un habitant de Tindouf et un habitant de Laayoune, voir les conditions de vie de chacun et l'accès aux plus élémentaires des besoins pour se dire qu'on ne peut pas contenir la fronde sociale au sein de Tindouf beaucoup plus longtemps. Et ça, je pense que c'est ce qui turlupine l'état-major du Polisario, je pense. Très bien. Alors, le nom m'est revenu, c'est Sabri. Vous avez raison, mais pas Aziz Sabri, Sabri Boukdoum. Boukdoum ou Boukdoum. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères d'Algérie. Alors, on reste en Algérie, donc c'est notre deuxième thème. Cette fois, donc, le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, a été très clair. Rien ne se fera contre et en dehors de la Constitution, car, dit-il, l'armée n'a pas le pouvoir d'aller contre la loi fondamentale. C'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Par ailleurs, le même général poursuit sa guerre personnelle contre ses anciens alliés, déclarant clairement disposer de dossiers contre la corruption. Naïm Kamal, on commence avec vous pour ce thème. Alors, que dire de cette position de Gaïd Salah sur la corruption? Il s'est réveillé comme ça un beau matin, il s'est retrouvé avec beaucoup de dossiers, ou alors il est en train de régler des comptes, ou alors il est en train de faire quoi au juste? On ne constitue pas des dossiers aussi lourds, avec des termes aussi forts que ceux qu'il a cités en 2 mois. Vous savez, ils se connaissent les Algériens. Enfin, je parle surtout des hommes du pouvoir en Algérie. Ils connaissent les réseaux, ils ont tous les dossiers, c'est préétabli. Maintenant, si tu permets, la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? C'est évident. On est en train de donner des bûches au feu de la rue pour qu'ils puissent le consommer et s'en contenter. Or, personne ne se trompe, personne ne peut être leurré. On sait que, 1, c'est sélectif. 2, c'est d'abord le clan de Saïd Bouteflika, d'Abdelaziz Bouteflika, qui est en train de payer la facture, de passer à la caisse. C'est le cas de le dire. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un en Algérie qui puisse s'en contenter. Aujourd'hui, chaque jour que fait Dieu, revient la question de changement de système et de régime auquel appartient Gaïd Salah. Et Gaïd Salah lui-même réussit aujourd'hui, plus ou moins à se maintenir, mais peut-être qu'on va en discuter plus longuement pendant l'émission.
Mais aujourd'hui, l'Algérie est en train on est en train d'assister à un enlisement qui risque de coûter très cher à la politique algérienne, à l'économie algérienne, à la société algérienne. Et on assiste en même temps à la montée des impatiences. Et cette manière, d'ailleurs, le dernier discours, ou plutôt l'avant-dernier discours de Gaïd Salah, qui a posé des conditions sine qua non à la population et aux différents protagonistes de discuter du changement dans le cadre du système actuel, avec les hommes du système actuel, il a été rejeté. Et Mustafa Bouchachi, l'avocat, le défenseur des droits de l'homme, qui est l'une des figures qui ont émergé de ce mouvement, qui étaient connues, mais qui ont beaucoup émergé de ce mouvement, lui a clairement répondu. Il lui a dit, bon, nous on veut dialoguer, mais avec qui et de quoi? C'est-à-dire, il faut aujourd'hui dire, pas avec les symboles du régime, il faut trouver d'autres alternatives et discuter de la Constitution, c'est-à-dire de ce que sera l'Algérie de demain. Alors, continuons, restons sur ce point-là, Hassan Alaoui, de la Constitution. Le général Gaïd Salah dit qu'il ne faut pas sortir de la Constitution. Sur ce plateau, on en a parlé plusieurs fois d'une phase d'anti-constitution, de non-constitutionnalité. On sort de la Constitution. Alors, continuons sur constitutionnalité. A ou pas anti-A ou non-constitutionnalité. Continuons sur la logique de Gaïd Salah. L'élection est prévue pour le 4 juillet. Il est aujourd'hui chef d'État inconstitutionnel. C'est ce que disent de lui pas mal de personnes. Il y a donc une élection qui est prévue le 4 juillet. Il y a des délais. Il faut des candidats, il faut chercher des parrainages. Et puis on voit une population qui est massivement contre cette élection. Comment ça va se passer? L'armée ne comprend pas, le général Gaïd Salah ne comprend pas que les Algériens ne veulent pas de cette élection et donc il risque de ne pas y avoir d'électeurs, tout simplement. Comment vous voyez les choses? Alors, vous savez, moi, je ne suis pas devin, bien entendu, mais je ne suis pas non plus. Non, mais on voit les choses qui se passent sous nos yeux. Très optimiste, parce que effectivement, vous soulignez un problème là très très grave, qui est simplement l'organisation. Il faut au moins 1 an, sinon 1 an et demi, pour organiser des élections sérieuses au niveau présidentiel, n'est-ce pas? Pour que les partis se déclarent, les candidats, les formations, etc. etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une situation qui est absolument d'une fluidité inquiétante. Pour ne pas dire autre chose, c'est le désarroi, n'est-ce pas? Et donc, moi, je crains à terme qu'il y ait absolument que cette manière de forcer le peuple d'accepter, c'est-à-dire, en l'occurrence, le général Gaïd Salah, qui pousse à la roue comme ça, vite fait, parce qu'il faut absolument qu'il se donne une légitimité, n'est-ce pas? C'est absolument dangereux. Parce que ce qui va se passer, ce que moi je vois, c'est qu'il va y avoir une cassure, n'est-ce pas? Il y a un affrontement direct entre les populations qui sont déterminées et l'armée. Et l'armée aujourd'hui, qui l'incarne, il n'est pas le seul, je veux dire, Gaïd Salah. Il y a aussi d'autres grands officiers peut-être qui vont émerger un jour, qui ne seront pas d'accord avec lui. Mais pour l'instant, il croit tenir la manne, mais ce n'est pas évident. Et ce que je vois dans le cas, si vous voulez, de cette hypothèse d'échec, si vous voulez, c'est une espèce de constitution de ce qu'on appelle un arc de cercle, un petit peu du nassérien, c'est-à-dire en fait un pouvoir militaire en Égypte, un pouvoir militaire en Libye, n'est-ce pas? Pour l'instant, la Tunisie est entre parenthèses, n'est-ce pas? Au Soudan, un pouvoir militaire en Algérie, hein? En Mauritanie, n'est-ce pas? Et tout ça, vous savez, ce qui m'inquiète encore le plus, c'est le soutien que certains pays arabes apportent, si vous voulez, à ces régimes militaires, oui, mais potentiellement militaires. En dehors du soutien, il y a une population. Il ne faut pas oublier qu'il y a une population en Algérie. La population, elle est magnifique. Elle s'exprime depuis 2 mois et demi. Elle est claire, elle ne recule pas. Mais il y aura un jour, si vous voulez, où l'exigence de la population va être confrontée, si vous voulez, au déterminisme et à la force de l'armée. C'est ce qui s'est passé en Égypte, vous savez, c'est ce qui se passe un peu partout. Derrière, évidemment, je dis que ces régimes arabes soutiennent, si vous voulez. Alors, on ne l'espère pas. On revient maintenant. Et Haftar qui est en train de marcher sur. On va rester en Algérie. Donc, on revient donc aux questions de justice, Aziz Saïdi. Il y a eu Ouihia, qui a été donc l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouihia, qui a été convoqué, qui est ressorti du tribunal sous les huées de la population. Il y a eu le frère Klounef, il y a eu le premier Ali Haddad. Et il y a aussi
Loukal, donc l'actuel ministre des Finances, l'ancien directeur directeur de la Banque centrale, qui a été aussi gouverneur de la Banque centrale, qui a été convoqué pour la question de planche à billets. Alors on dit un chiffre qui est Pas seulement. Pas seulement de la planche à billets, mais de la planche à billets. Je voudrais revenir là-dessus. On parle d'un montant faramineux de 50 milliards de dollars qui auraient été imprimés en monnaie algérienne. L'armée, en disant ce qu'il disait par la voix de Gaïd Salah, de nous allons veiller à ce que la justice passe, même si nous donnons... Ils vont en arriver à quoi avec ça? C'est pas une boîte de Pandore qu'on va ouvrir quelque part et qui va se retourner contre ses propres initiateurs? Oui, il n'y a pas ce risque quelque part? Enfin, moi, je voudrais déjà commencer par saluer déjà les Algériens qui ont fait preuve d'un civisme ou d'une créativité, d'une pugnacité face au pouvoir en place, qui sont vraiment à saluer. Parce que on appelait ça la révolution de l'humour. Oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui a désarçonné là où on attendait. On disait toujours que s'il devait y avoir une révolution en Algérie, ça serait, on se rappelait de l'épisode des années 90, ça serait les barbus qui viendraient, ça serait je sais pas quoi. Donc, là, tout ça a été démystifié. Non, les Algériens sont des gens comme tout le monde, qui sont pleins d'humour, qui aspirent à vivre librement et démocratiquement. Ça, c'est quelque chose qui est d'abord à saluer. Autre chose par rapport à... Et d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, le principal slogan qui revient tous les vendredis, c'est « Yitnahaou Ga ». Qu'ils partent tous. Qu'ils dégagent tous, qu'ils partent tous. C'est le dégagisme. C'est tous. Et à chaque fois, on enlève quelqu'un, on donne quelqu'un en pâture, et puis on revient. Est-ce que vous êtes satisfait? Non. Tous. Et encore, et encore, il y a encore peut-être cette appréhension. Pour l'instant, on n'a pas donné grand monde. Oh, non, mais il y a encore une certaine appréhension à parler de l'armée. Ça reste un second couteau. Moi, quand je vois, pardon. Quand je vois Ouahia, rapidement, comme ça on laisse terminer. J'ai une dernière question pour vous. Rentrer devant un Mahkama, c'est-à-dire au tribunal, Zama ignoré, méprisé sous les cris de la population derrière lui, c'est quand même quelque chose de renversant. On laisse Aziz. C'est clair que c'est très nuancé. Déjà, moi, je trouve que le général Gaïd Salah, qui parle de respect de la Constitution à la lettre et qui lui-même veut instruire indirectement la justice, c'est lui qui disposait. Oui, mais normalement, il n'a pas ça dans ses prérogatives. Alors, par rapport aux gens qui ont été convoqués ou arrêtés, il y a plusieurs sortes de monde. Il y a des manias industriels et économiques, il y a des gens qui étaient d'anciens responsables, mais même dans ces manias, il y a des cas différents. Vous avez parlé des frères Kouninef ou d'Ali Haddad qui représentaient un peu le clan proche de Saïd Bouteflika, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, cette semaine, il y a eu des manifestations en soutien à Essad Rabrab, qui était l'un des... Ça, c'est Kabyle. Ça, c'est Kabyle, mais c'est aussi... C'est-à-dire, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui accusait le système en place de lui bloquer. Non, parce que le Breb n'est pas estampillé pouvoir. Exactement. C'est une richesse privée. Il y a pas mal de personnes qui ont pris sa défense. C'est un grand groupe privé, mais qui n'est pas estampillé pouvoir. Au contraire, il a accusé le pouvoir de bloquer le fait qu'on a été le chercher, il a été ressenti comme vraiment une attaque contre tout ce qui est en dehors du pouvoir ou une façon de vouloir créer un équilibre pour dire que tous sont pareils. C'est une manière aussi de créer la confusion dans la rue. C'est une manière d'essayer de... Parce que là, on voit que la rue algérienne est unie. D'ailleurs, vous parliez de personnages qui émergent. Moi, je pense que celle qui a émergé, c'est vraiment Jamila Bouhired. C'est la seule qui fait l'unanimité. Alors, la dernière question pour vous trois. Il nous reste une petite poignée de minutes. Est-ce qu'il y a des nouvelles du clan Bouteflika? On commence avec vous, Aziz. Après Hassan Alaoui, le mot de la fin pour Naïm. Le fait que ce que disait Sinaïm tout à l'heure, qu'on n'a pas, c'est une manière de jeter en pâture, mais pas vraiment, on n'a pas touché vraiment grand monde. Celui qui unanimement est désigné par tout le monde, même par Gaïd Salah, parce que quand il parle de réunion entre le général Taufer, c'était avec Saïd Bouteflika. Et c'est le seul qu'on ne touche pas. Pas de nouvelles. Donc ça veut dire qu'on est. Ça va arriver. On arrive à vous, Naïm. On essaie de donner quelque chose, mais tout en ne cédant pas sur l'essentiel, parce qu'on a peur, justement, parce que si Saïd Bouteflika est arrêté, il peut donner tout le monde. Hassan Alaoui, des nouvelles du clan Bouteflika, Saïd, Abdelaziz, Nasser? Non, aucune. Rien. Moi, je pense que c'est un épisode qui est terminé, délibérément enfoui, parce que
Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est autre chose que s'occuper des personnes, etc. La petite guéguerre entre l'ancien patron des services secrets, donc Toufiq, et Saïd Bouteflika, ou bien Yahya qui est sorti de sa tanière, ou bien un autre. Il y a des gens, on va voir, mais no Benfils non plus. Tout ça, si vous voulez, ça me rappelle un petit peu cette révolution qui a émergé un petit peu dans les années 90 en Russie, parce que ce qui est devenu la Russie après. Toute cette petite république et ces mouvements de... Donc pas de nouvelles de Claude Bouteflika. Le mot de la fin pour vous? Il y a des nouvelles et pas que des bonnes, parce qu'on a vu cette semaine le général à la retraite Khalid Nzar, qui a été ministre de la Défense, qui a été chef d'état-major, qui est le chaperon de général Medine, parce qu'à son époque, il était encore colonel, qu'il a placé au DRS et qui est sorti de sa tanière justement pour dénoncer Bouteflika, après avoir gardé le silence, parce que sachant que le premier à avoir dénoncé le clan des sécuritaires, c'est Liamin Zeroua, l'ancien président, qui a dit qu'il a été contacté par Medine. Et pendant tout ce temps-là, le général Khalid Nzar, qui est en train d'essayer de sauver sa peau et celle de son fils. Notamment en fermant Algérie patriotique. Il a dénoncé qu'il a contacté pour lui parler d'état d'urgence, d'état de siège, de limogeage de Gaïd Salah. Et tout mais cela, il se trouve où maintenant, Saïd? Il est toujours en Algérie, semble-t-il, avec ses frères. Mais il y a apparemment un deal quelque part. Parce que vous savez, vous me tenez, je vous tiens par la barbichette. Et là, il y a un jeu qui se fait très serré. Mais il ne sourit parce pas. Parce que tout le monde a des dossiers sur tout le monde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.